Au sommaire de ce journal, le Premier ministre Apollinaire Joachim Sontilem de Tambela se prononce sur l'affaire incidence de tir de roquettes à la RTB. Ce 12 juin au palais de Koulouba, le Conseil des ministres s'est poursuivi et allé à terme. Tous les membres du gouvernement étaient présents, excepté le ministre de la fonction publique en mission. C'est le Premier ministre qui parle. Le chef du gouvernement dit être surpris d'être considéré comme un fuyard. Vous l'entendrez. À la une également, fin de formation pour la 26e promotion des officiers de police judiciaire. Ces soldats de la loi ont pris 5 mois pour se former et maîtriser au mieux la pratique des actes judiciaires afin de répondre aux besoins des justiciables. Plus de 600, ils ont reçu leur attestation de fin de stage des premiers responsables de la gendarmerie nationale et des membres du gouvernement. Et puis, qui peut être un témoin de mariage? Quel rôle peut-il jouer dans les unions civiles? C'est un conseiller, un médiateur, un facilitateur, parfois même joue le rôle du géniteur pour l'équilibre des foyers, mais ce rôle porte-t-il des fruits pour la préservation des unions? Sur quelle base le témoin de mariage doit-il être choisi? Vous aurez tous les éléments de réponse dans ce 13h. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. L'incident s'est produit le 12 juin 2024. Passé les supputations et interprétations, le chef du gouvernement s'exprime pour la première fois sur l'incident de tir à la roquette au sein de la RTB qui a fait des dégâts matériels et des blessés. Kilem de Tambela tient à rassurer l'opinion nationale et internationale qu'aucun membre du gouvernement n'a fui au palais présidentiel. Il dit même être surpris de cette annonce sur les réseaux sociaux. Écoutons ensemble son explication dans un ordre chronologique des faits. Je suis surpris que vous ne soyez pas surpris que je sois là à Bobo-Dioulasso. Puisque, arrivé à Bobo, ici même, j'ai appris que j'avais fui. Je suppose que vous aussi, vous avez sans doute entendu cela. Voilà, mais voilà ici à Bobo-Dioulasso. Il faut dire que tout est parti, n'est-ce pas, de l'avant-dernier Conseil des ministres qui s'est tenu, je crois, le 13 juin, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc, nous étions en Conseil des ministres. Après, le Conseil des ministres a pris fin. Je suis parti dans un bureau à la présidence, parce que j'ai un bureau là-bas, pour signer des décrets, etc. Et après, bon, j'ai pris la route. C'est en cours de route que mon aide de camp m'a demandé que est-ce que j'ai entendu un bruit pendant le Conseil. J'ai dit non, je n'ai rien entendu. C'est là qu'il m'a dit que non, qu'il y a eu un des agents chargés de la garde qui a fait une mauvaise manipulation de son arme et puis un coup est parti. J'ai dit ah bon? Et puis on a continué la route tranquillement. Et par la suite, le 14, je crois que c'est le 14, non? J'ai présidé une cérémonie à l'hôtel Lancaster. Voilà. Ça concernait l'AGETIB, non? Oui, l'AGETIB. Une agence du ministère des Infrastructures. Et le 15, j'ai présidé la cérémonie de lancement de l'élargissement de la voie de la route nationale numéro 2 qui mène à Wayouguia. Et puis nous avons continué nos activités comme d'habitude. Et je peux vous dire que ni le président, ni le Premier ministre, ni les membres du gouvernement ne modifiaient leur emploi du temps. Donc, l'État a continué à fonctionner régulièrement. C'est après que nous avons appris, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, que voilà, le président aurait fui, que le Premier ministre aurait disparu, que quand il y a eu le coup là, que Bassolo Bazi a tenté de fuir, alors qu'il n'était même pas au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres du 13 juin, Bassolo Bazi n'était pas présent. Il était en mission en Suisse. Voilà. Et on vient dire que voilà, que quand il y a eu le coup là, Bassolo a tenté de fuir, et puis lui et puis le Premier ministre se sont bousculés à la sortie, etc. Voilà. Donc c'est pour dire que, avec ce que nous faisons actuellement là, ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Parce que nous avons entamé la politique de souveraineté de notre pays et la refondation de notre pays et la redistribution des richesses. Il n'y a pas de raison qu'une minorité soit trop à l'aise et que la majorité de notre peuple soit dans le besoin. Et en entamant cette politique, ça porte atteinte aux intérêts de ceux qui étaient toujours là, qui sont les valets locaux de l'impérialisme,
qui sont appuyés sur des puissances étrangères comme la France, les États-Unis, etc., qui commercent avec eux, qui ont des relations, etc. Ça ne leur plaît pas. Donc leur intérêt est que cette expérience-là prenne fin. Le chef du gouvernement qui s'exprimait depuis Bobo Dioulasso, il prenait part au lancement de la levée de la 81e promotion du Service national pour le développement, le SND qui devient dorénavant le SNP, le Service national patriotique. Pour cette promotion, 2400 appelés volontaires sont attendus. Le ton a été donc donné par le Premier ministre himself. Reportage Majid Bakwa. Par ce tirage au sort de Yeri Élisée Kanzi, le Premier ministre lance ici le top départ du recrutement de la 81e promotion du SND, le Service national pour le développement. L'objectif à partir de cette année est de promouvoir l'engagement patriotique, d'où le changement de dénomination de la structure. Le Service national pour le développement devient désormais le Service national patriotique. Nous avons tenu à changer ça, parce que c'est la nouvelle philosophie en marche. Il s'agit de construire la patrie. Vous ne pouvez pas construire votre patrie si vous ne connaissez pas l'histoire de votre patrie, si vous ne connaissez pas la culture de votre patrie, et si vous ne connaissez pas la philosophie de votre patrie. Le Service national pour le développement, c'est bien. Mais le développement, là, il peut se faire, il n'y a pas de philosophie. Il peut se faire aussi bien en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Gabon, etc. Selon des modèles déterminés. Mais le développement pour la patrie, c'est particulier. Là, c'est ancré dans ta patrie. Voilà. Donc, nous voulons que ce soit des gens qui vont travailler maintenant pour leur patrie. Et les formateurs là devraient inculquer à ces jeunes personnes la notion de patriotisme. C'est ça qui est important maintenant pour nous, la notion de patriotisme. La 81e promotion des appelés sera constituée de 2400 jeunes volontaires issus de toutes les couches sociales et de toutes les provinces du Burkina Faso. 1700 prêteront main forte à l'administration publique, 600 recevront des formations professionnelles et les 100 autres iront en appui à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le service national patriotique est un outil de responsabilisation de la jeunesse. Pour ceux qui auront la chance d'être retenus tout à l'heure, sachez que c'est une période importante de votre vie de citoyen burkinabé que vous commencez. Elle vous permettra également d'améliorer votre employabilité et d'être plus compétitif sur le marché de l'emploi. Chères candidates, chers candidats, tout en vous souhaitant bon courage et bonne chance pour les tirages au sort, j'aimerais que ceux qui auront la chance d'être retenus gardent à l'esprit que le service national patriotique est un passage sous les drapeaux. À ce titre, l'intégrité, le patriotisme, le travail, la discipline et la solidarité sont des valeurs que vous devez incarner. À partir de cette année, l'âge passe de 18 à 35 ans au lieu de 30 ans. L'opération se poursuit jusqu'au 6 juillet 2024 sur toute l'étendue du territoire. En attendant, eux ont fini leur formation, un peu plus de 600. Ce sont des officiers de police judiciaire. La 26e promotion formée durant 5 mois avec 5 stagiaires de nationalité malienne a reçu son attestation au Centre national de qualification des sous-officiers de gendarmerie. La cérémonie de sortie de promotion avec Soto Justin Dabéré, toujours dans la ville de Bobo Dioulasso. En recevant leur attestation de fin de formation d'officiers de police judiciaire, ces stagiaires de la 26e promotion des officiers de la police judiciaire de la gendarmerie sont aptes à faire valoir leurs compétences sur le terrain. Soldats de la loi, les nouveaux OPJ doivent, selon le commandant du Centre national de qualification des sous-officiers de la gendarmerie, assurer ce rôle essentiel avec professionnalisme, efficacité, dévouement et dignité afin de porter les valeurs de la gendarmerie nationale. Ces connaissances apprises vous outillent également dans vos missions de police judiciaire, militaire et surtout vous aideront à mieux accomplir le service prémotal dans la gendarmerie à la charge auprès des unités en opération de sécurisation intérieure ou en mission de soutien à la paix. Je viens à cet effet vous souhaiter beaucoup de courage et vous inviter à continuer à vous former. Car étant tributaire des qualités d'officier de police judiciaire, vous n'aurez plus droit à l'erreur.
Désormais nanti de ses connaissances juridiques et revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire, nous vous rassurons que nous mettrons cela en pratique pour le bien des populations qui n'attendent de nous que de la protection, toutes choses qui entrent en droite ligne des missions régaliennes de la gendarmerie nationale. La 26e promotion des OPJ a un effectif de 632 stagiaires, dont 22 personnels féminins et 5 stagiaires de nationalité malienne. Une première dans la formation des OPJ au Burkina Faso qui vise à renforcer la collaboration et mutualiser les compétences des forces armées des États de l'Alliance du Sahel AES. Ce stage a été très bénéfique et enrichissant pour nous, gendarmes du Mali. En effet, nous avons bénéficié de nouvelles compétences et nous avons appris de nouvelles matières en matière d'enquête et police judiciaire. Nous repartons au pays avec cette qualification, avec un séjour agréable dans le cadre de la fraternité et beaucoup de souvenirs dans le pays des hommes intègres. Pour la première fois, effectivement, nous accueillons des stagiaires maliens. C'est pour nous une fierté et une gratitude de la part de ce pays frère qui a placé sa confiance en nous afin donc de mutualiser nos compétences. Nous souhaitons pour l'avenir ouvrir les portes de ce centre à d'autres pays amis, notamment le Niger, dans la mesure donc du possible, afin de hisser ce centre au rang d'école de référence pour la formation des sous-officiers de gendarmerie en matière de police judiciaire. La formation des stagiaires OPJ qui a duré 5 mois a été essentiellement assurée par des magistrats des cours des tribunaux du Burkina Faso ainsi que par des instructeurs militaires. La sortie d'une nouvelle cohorte de personnel formé en vue de renforcer l'effectif des enquêteurs constitue une bonne nouvelle pour l'État dans le cadre de sa politique sécuritaire telle que déclinée dans le plan d'action de la transition. C'est pourquoi je me réjouis de la qualité de cette formation et du sérieux avec lequel elle est conduite. La fonction des stagiaires OPJ est l'une des missions principales du Centre national de qualification des sous-officiers de la gendarmerie. Le stage OPJ est l'un des plus importants dans la carrière professionnelle du personnel sous-officier affecté à la subdivision de la gendarmerie départementale. Une journée commémorative en lien avec les massacres des enfants de Soweto en Afrique du Sud. C'était le 16 juin 1976. 48 ans après, les souvenirs restent vifs. C'est pourquoi la date du 16 juin est consacrée à l'enfant africain afin de célébrer ces derniers, mais aussi et surtout attirer l'attention des décideurs afin de protéger l'enfant africain. Ceux du Burkina Faso sont encore plus impactés par la crise sécuritaire. Plan Burkina se montre ainsi solidaire. Ils ont été magnifiés à Kaya, dans le centre-nord. Abdoulazak Traoré. Salle polyvalente de Kaya, centre de convergence de plusieurs centaines d'enfants. Autant ils sont nombreux, autant les fortunes sont diverses. Il y a ceux qui sont bien soignés, scolarisés et ont l'air épanouis. Puis, il y a ceux qui ont abandonné leur outil de mendicité pour prendre place dans la salle. Ils sont peut-être issus des familles démunies ou des nombreuses familles déplacées internes. Mais aujourd'hui, tous se sont réunis sous le leadership de Plan International. L'ONG veut marquer les consciences à propos de la situation des enfants à l'occasion de la 34e journée de l'enfant africain. La situation des droits des enfants était d'abord très précaire et très difficile même avant la crise. Et la crise est venue encore exacerber, je dirais même accroître la souffrance des enfants. Parce que qui parle de crise parle encore de cas de violence ou d'accroissement des cas de violence, de séparation d'enfants avec leurs parents, de traumatisme au regard vraiment des situations que les familles vivent et qui parlent de déplacement de population, parlent d'un certain nombre de besoins, notamment les questions d'abri, des questions de nourriture, des questions d'identité, parce que nous avons plusieurs services de l'État qui fonctionnent à Mila, qui sont fermés, qui ne permettent pas vraiment de pouvoir offrir les services sociaux de base. L'appel est donc fait, vite, il faut une synergie d'action pour peser en faveur des enfants. Vraiment d'introspection et aussi une occasion d'interpellation. Interpellation à ce que nous puissions d'abord continuer à faire, disons,
continuer, disons, à pouvoir accentuer le travail qui est déjà fait, mais aussi reconnaître que les besoins sont énormes et que nous devons faire davantage. Bien indiqué, vient à propos au niveau de la région du Centre-Nord, où effectivement cette crise est vécue, en tout cas dans toutes ses dimensions, mais surtout avec résilience. L'engagement se traduit également du côté des premiers concernés. Au-delà des différentes prestations de talent, ils ont appelé à plus de solidarité en faveur des enfants en difficulté. J'ai dit aux autorités que je veux, et comme Plan et puis UNICEF, de continuer à distribuer des sacs aux élèves déplacés internes, parce qu'ils sont en situation difficile. Et c'est encore, ces célébrations sont une opportunité pour nous, en tant que partenaires techniques et financiers, de faire des plaidoyers. Des plaidoyers qui insistent sur la nécessité de scolariser tous les enfants en Afrique. Et pour être concret, des messages de sensibilisation ont été distillés à travers un théâtre forum dans ce camp de déplacés internes à Kaya. Dans une ambiance détendue, les acteurs ont bien joué leur rôle pour faire passer le message. C'est l'une des missions de cet autre projet de plan international, le projet éducation de qualité et protection contre la violence dans le centre-nord au Burkina Faso. Station pour chaque acteur, chaque membre de la troupe, donc à travers le message que les gens ont passé sur scène, bon, on a vu que, en tout cas, on peut être satisfait que le message est passé. Cette 34e journée de l'enfant africain se penche sur la problématique de la protection de l'enfant et de la promotion des droits de la famille et de l'enfant dans un contexte de crise sécuritaire. Vous l'avez sans doute remarqué, il ou elle est présente lors de la célébration civile d'un mariage. C'est le témoin de mariage. L'homme ou la femme est choisi par le couple dans le but de servir de conseiller, de médiateur, de facilitateur, parfois même joue le rôle de géniteur pour l'équilibre des foyers et éviter les séparations brusques. Mais ce rôle semble s'amenuiser tant le nombre de divorces va croissant ces dernières années. Le taux de divorçabilité en 2020 au Burkina Faso s'élevait à un peu plus de 1500 cas. Alors une question, quel est le rôle réel de ce témoin de mariage? Comment il est choisi? Doit-on en choisir de la même génération que le couple en question? C'est le dossier de ce journal que nous vous proposons. À chaque célébration d'un mariage, ils sont toujours là. Le témoin du monsieur et le témoin de la mariée. Avec les quatre et l'administrateur civil, une union peut être scellée. Certains couples ont parfois opté pour ce schéma pour des raisons purement personnelles. Il y en a d'autres qui préfèrent le volet folklorique parce qu'ayant bénéficié d'un soutien multiforme du témoin. Le témoin en réalité a un rôle plus spécifique qui va bien au-delà de la main tendue pour l'organisation d'un mariage. C'est un peu comme le médiateur au sein du couple. Donc quand on parle de deux témoins, c'est pour que effectivement la part soit belle, autant pour l'homme que pour la femme. Mais c'est une relation de confiance, une personne qui peut rendre témoignage donc sur la relation, de sorte que finalement cette personne prend responsabilité. À côté, il faut ajouter l'accompagnement moral, spirituel et psychologique. Le témoin a un rôle de guidance, celui qui est pétri, en clair, de valeurs morales humaines. C'est ce que soutient à son tour cette psychologue et conseillère conjugale. Ces valeurs ont donc milité en faveur de Dame Marie-Denise Guigma, qui a plus de 37 ans de mariage et choisi à 10 reprises comme témoin dans les unions civiles. On ne prend pas n'importe qui pour être témoin de mariage. Il faut quand même de l'expérience dans ce qu'on est dans la vie du couple, quoi. Là, en ce moment aussi, c'est plus facile de conseiller, d'aider, d'accompagner. Il y a aussi un autre aspect qui pêche au niveau des témoins, c'est le fait qu'ils ne sont pas forcément des exemples dans leurs familles respectives. Vous voyez? Voilà. Je vous prends un exemple, un témoin de mariage déjà qui trompe sa femme, un témoin de mariage qui est violent vis-à-vis de sa propre femme. Mais vous l'avez quand même choisi comme témoin. Qu'est-ce que finalement ce témoin-là peut apporter? Au Burkina Faso, il a été noté, selon les dernières statistiques de 2021, que le taux de divorce s'élevait à plus de 1500 cas.
soit une croissance de 45% en 2020. C'est un taux en expansion et les raisons à la base sont légion. Mais ici, le témoin du ou de la mariée peut minimiser ce taux en se positionnant comme meilleur médiateur. Voilà. Parfois, l'homme ne veut pas montrer ce qu'il a comme revenu. Bon, la femme croit que vu son titre, il doit avoir plus que ça. Il n'y a pas de raison qu'on donne moins que ça pour la popote, par exemple. Alors que, bon, si peut-être la femme était au courant de ça, et ça nous est arrivé comme ça, qu'un couple ami nous ait parlé. Et quand on lui a dit, mais montre ton bulletin à ta femme, quand il lui a montré seulement, bon, depuis lors, il n'y a plus eu de problème. Là où il y a un hiatus également, c'est le choix des témoins en lien avec leur génération. S'il y a une catégorie qui soutient qu'il faut faire appel à un homme ou une femme de sa génération pour ce rôle, une autre catégorie ne soutient pas cette posture. Un témoin qui serait trop timide ou qui manquerait de confiance en lui, qui serait dans la logique bipolaire, c'est-à-dire pile ou face, ne peut pas être un bon médiateur, parce que le témoin est aussi un bon médiateur qui cultive la voie du juste milieu pour amener les uns et les autres à se rapprocher pour être au milieu ensemble. Nous avons des personnes qui ne sont pas forcément âgées, mais qui ont quand même une bonne expérience et qui ont montré une certaine exemplarité dans leur vie conjugale. Ces personnes peuvent être citées en tant que des témoins dans le cas des mariages. Il y a une plus grande chance donc qu'on retrouve effectivement des témoins qui occupent des positions parentales, disons, et qui ont la possibilité donc, en fonction de leur expérience, de pouvoir être des coachs. Mohamed Guigma se penche beaucoup plus sur l'expérience pour guider un couple. Donc le témoin qui a une somme de vécu est le mieux indiqué. C'est ce que soutient aussi Karidia Sinka Dramé. Bien paramétrer le vivre ensemble avec comme catalyseur le témoin. Les témoins, s'ils n'ont pas une idée générale de l'ensemble des comportements, ils ne peuvent pas se faire une idée pour mieux concilier. Donc la conciliation demande véritablement une connaissance réelle des deux situations. De ne pas prendre n'importe qui comme témoin de mariage, peut-être parce qu'il a l'argent, parce qu'il a de l'autorité ou bien de cela. Mais prendre quelqu'un vraiment, par exemple, si on est chrétien, prendre quelqu'un qui est engagé dans sa foi. Il va falloir que ceux qui donc voudront s'engager à se marier prennent tout le temps, voilà, et ils fassent véritablement donc toutes les observations possibles et obtiennent les réponses appropriées avant de faire le choix. Même si le choix du témoin de mariage se fait par familiarité, par affinité, par amitié ou par parenté, toutes ces valeurs énumérées doivent être prises en compte avant de vous décider à porter un anneau, car le témoin est aussi votre œil, vos oreilles, votre bouche et votre pacificateur pour un mariage solide et durable, comme le cas de Marie-Denise Guigma. C'est le conseil de ces trois acteurs qui intervient dans la vie des couples depuis plusieurs années. Dans la province du Lubri-Tenga, l'association Managzenga se montre solidaire des personnes à revenus faibles. Plus de 2 tonnes de vivres ont été remis comme don à ces personnes. Une manière pour l'association et ses partenaires d'être utiles dans la lutte contre la crise humanitaire. Un acte de solidarité qui ne laisse pas indifférents ces hommes et femmes vulnérables. C'est ce que nous rapportent Leila Yampa et Amadou Diko. L'association Managzenga apporte 2 tonnes de céréales aux ménages les plus vulnérables de la province de Lubri-Tenga. Ce geste de compassion est mené en partenariat avec l'ONG Solida Suisse. Objectif, lutter contre la crise humanitaire et sécuritaire. Nous saluons l'association Namanagab Zanga et ses partenaires pour ce don à l'endroit des femmes et des jeunes. Il vient à point nommé au regard de la vulnérabilité des ménages. Ces vivres leur permettront de subvenir aux besoins de la famille. Nous remercions les donateurs. Que Dieu bénisse l'association et ses partenaires.
Cette action humanitaire se tient dans le cadre de la 7e édition de la journée de solidarité de l'association Manangazanga. Dans le cadre du partenariat avec Solidar Suisse, nous avons ensemble initié cette journée pour mettre en scène des valeurs que nos grands-parents avaient, qui consistaient à venir en aide à des personnes vulnérables. Vous savez très bien que dans les villages, quand on cultive et qu'à côté il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, on vient souvent en aide à ces personnes. Donc c'est cette valeur-là que nous avons voulu susciter. Les autorités de la province de Lubri-Tenga saluent et encouragent l'initiative qui vient selon elles contribuer à alléger les peines de la population cible. Nous sommes très heureux ce matin d'assister à cette cérémonie de solidarité organisée par l'association Manangazanga à l'endroit de la population de la province de Lubri-Tenga. Nous rentrons en saison hivernale et c'est vraiment très difficile pour la population de pouvoir faire face à cette saison. La population de pouvoir se nourrir, avoir de l'énergie et pouvoir faire face à la saison hivernale. Pour mener à bien cette édition 2024, l'association a pu compter sur les apports en céréales de ses membres. Bénéficiaires du projet de renforcement des moyens d'existence des populations vulnérables, chaque membre a contribué à hauteur de 20 kg de céréales. Avant de terminer ce journal, une fenêtre sur le sport burkinabé. Les demi-finales de la Coupe du Faso se disputent demain, 23 juin, au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Raïmo reçoit Cefeb de Ouagadougou. Le match le plus attendu est sans doute l'historique derby de la capitale entre l'EFO et l'Asfa Yenega. Après un championnat national raté, les stylistes et la vieille de Zimpasgo n'ont que la Coupe du Faso pour sauver leur saison. On en parle avec Madi Zongo et Maxime Ilbodo. L'Asfa Yenenga et l'EFO se sont rendus coup par coup cette saison en championnat national. Lors de la 10e journée pour le compte de la phase aller, l'Asfa Yenenga, conduite par Honoré Kinda, était venue à bout de l'EFO par 2-0. C'est un derby, c'est fait pour gagner. Alors en plus, c'est l'EFO. Alors le fait de gagner l'EFO, alors ça va nous booster parce qu'on joue un peu le même tableau. Alors, et avec le moral, nous on sort d'une défaite. Donc vraiment la victoire elle est la bienvenue. Donc je dis bravo, bravo aux garçons. Les stylistes ont rendu la monnaie de la pièce à l'Asfa Yenenga à la 20e journée. Le but de la partie avait été inscrit par Martin Nogoto. Je dirais que c'est une revanche parce que c'est le championnat et je pense que le championnat se joue en aller-retour et ils nous ont tapé en aller et donc ce soir il fallait qu'on réagisse et je pense que les garçons ont bien fait et ce soir nous sommes contents, c'est pas nous seulement, je pense que c'est la famille bleu et blanc qui est contente et Ouara appartient à l'EFO aujourd'hui. Si l'encadrement technique de l'EFO est resté stable, l'Asfa Yenenga a fait appel à Jean Baya pour suppléer Honoré Kinda. Face aux résultats décevants en championnat, la Coupe du Faso est devenue une priorité pour les deux grands rivaux de la capitale. L'objectif numéro 1, je dirais oui parce que vous savez, les clubs légendaires, c'est difficile. Quand tu es entraîneur, tu viens là, il y a toujours un petit truc. Si le plan A n'a pas marché, le plan B, quand même, il faut mettre la tête dessus. C'est ça les clubs légendaires, donc on a cette pression. Je pense que c'est l'objectif. C'est l'objectif et c'est tout à fait normal. Et comme je l'ai toujours dit, et cette année encore, le championnat est déjà plié. Et nous sommes bien placés là-bas. Malheureusement, on voulait terminer parmi les 3 premiers. Ça, c'est déjà fini, on ne peut pas changer quelque chose. Mais pour la Coupe du Faso, on va aller jusqu'au bout. Si on s'en tient à la dynamique de cette fin de saison, l'EFO part avec la faveur des pronostics dans cette demi-finale. Les stylistes ont écarté de leur chemin l'ASEC de Koudgou, le Majestic de Saponé et surtout le RCK de Amadou Sampo. Leur dernière défaite remonte à la 25e journée contre Majestic. Tout le contraire de l'Asfa Yenenga qui a subi de lourds revers en championnat face à Raimo 3-0
et Sporting des Cascades 4-1. L'élimination des Léopards de Saint-Camille en quart de finale de la Coupe du Faso vient comme un éclairci. Mais entre ces deux équipes, être favori ne garantit pas toujours le succès. Ça sera tout pour cette édition de la mi-journée sur BF1. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci d'être restés avec nous tout au long de cette semaine. Ce journal a été supervisé par Aubin Gebré, le directeur des informations. Toute l'équipe de la réalisation avec à sa tête Dieudonné Monteau se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles d'ici et d'ailleurs avec le même plaisir. Je vous salue. Très bel après-midi.